Fidèle au poste, mesdames et messieurs, c'est dimanche. Dimanche, c'est Info 7, la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le patron, je me le permets de le dire, au numéro 1 de Congo-Nabisso. Vous l'avez sans nul doute deviné. Nous allons recevoir Freddy Matungulu. Et avec lui, nous allons décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc de vous recevoir, Freddy Matungulu. Merci beaucoup, je suis content d'être de retour chez vous. Ça faisait quoi, 2-3 ans? Déjà, vous nous manquez, mais ça va. Je crois que vos activités politiques vous prennent beaucoup de temps. Freddy Matungulu, on a lu sur les réseaux votre réaction à chaud. Moi, je l'ai lu personnellement par rapport à votre parti Congo-Nabisso. D'ailleurs, les internautes m'ont dit de vous poser la question. Où vous situez-vous? Comment le ministère de l'Intérieur peut vous placer au sein de l'AMP? Les gens disent que voilà, Freddy Matungulu est en train de tricher. En fait, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, c'est sorti aux yeux de tout le monde. Tout ce qu'on fait dans l'obscurité, eh bien, ça finit par ressortir. Donc, Freddy Matungulu est de la majorité présidentielle. Absolument pas. Freddy Matungulu, comme nous l'avons si bien dit dans la lettre qui a été adressée au ministre de l'Intérieur, nous avons toujours été de l'opposition et nous le restons. Il faut quand même rappeler que Freddy Matungulu est le premier dans ce pays, si on regarde le paysage politique national, qui a quitté Kabila en 2003, 2 années seulement après son arrivée au pouvoir. J'étais évidemment dans la position privilégiée de ministre de l'économie, finances et budget, à partir de laquelle je pouvais voir finalement tout ce qui était en train de se préparer. Et d'ailleurs, les mauvaises langues, sans vous interrompre, les mauvaises langues disent que vous vous êtes battu pour reprendre ce poste dans le gouvernement Tchibala. On vous a vu avec Tchibala à un moment, vous vouliez reprendre ce poste-là. Est-ce vrai ou faux? Toute mon approche, toute ma démarche cherche toujours à servir l'intérêt supérieur de la nation. Je peux vous dire, lorsque je suis arrivé ici en 2001, après le décès de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, la situation était celle que nous connaissions. Hyperinflation, une contraction de l'économie depuis plusieurs décennies avant. C'est la question que tout le monde m'avait posée, de savoir, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Moi, quand j'entreprends une démarche, c'est d'abord parce que je sais que je dispose des qualités, de moralité et également l'expertise nécessaire pour arriver à trouver des solutions, des vraies solutions aux problèmes de notre pays. Voilà ma préoccupation. Elle est la même, en 2001, elle était la même, et c'est la même préoccupation que j'ai aujourd'hui. Donc, pour rappeler que c'est moi qui suis parti le premier, il y a aujourd'hui 15 ans. Finalement, d'un point de vue historique, on peut dire que Freddy Matungulu est le premier opposant par rapport à Kabila et à sa façon de gérer le pays. Ok. Nous prenons le premier thème, mesdames et messieurs. Nous commençons par l'éducation cette fois-ci, parce qu'on a tendance à oublier que l'éducation est la base de toute une nation. Aujourd'hui, le ministre de l'ESU, Steve Mbika, a jeté le pavé dans la mare. Il a demandé carrément, il suggère carrément qu'on suspend ou qu'on annule carrément les épreuves des examens d'État. Pour lui, les examens d'État ne valent plus rien, vu en tout cas la déliquescence de l'enseignement en République démocratique du Congo. Nous allons donc suivre les réactions de Steve Mbika et de la population par rapport à cette proposition. Je suis le mieux placé pour le dire, parce qu'en tant que ministre d'enseignement supérieur universitaire, je suis le premier consommateur diplômé d'État. Steve Mbika Mabuluki pour la suppression de l'examen d'État, une épreuve imposée aux finalistes des secondaires pour l'obtention d'un diplôme d'État. Pour le ministre de l'ESU, la fraude a vidé ses diplômes de toute sa substance. Je me suis rendu compte effectivement que la majorité des tenteurs de ce diplôme n'ont pas de niveau requis pour aborder les études universitaires. Parce qu'il y a une fraude généralisée dans laquelle sont complices les écoles, les parents, les élèves, disons la société congolaise en général. Une réalité scandaleuse qui inquiète au plus haut point Steve Mbika. Comme vous savez, j'ai obtenu du gouvernement l'envoi chaque année d'environ 500 Congolais pour les grandes universités d'ailleurs. J'ai bien peur qu'on envoie des gens qui ne vont rien comprendre là-dessus. J'ai fait passer à mon ministère un concours pour recruter les bénéficiaires de la bourse de l'éducation nationale d'excellence. Mais sur 1000 candidats, on a eu environ 34, il y a seulement 34 qui ont fait la moyenne, et personnel 70%.
alors qu'il y en a qui avaient un diplôme d'État avec 80%, 70%. Donc le débat étant très profond, eh ben, il faudra qu'on puisse l'approfondir dans les stages généraux d'éducation nationale. Il ne s'agit nullement d'une attaque personnelle contre son collègue de l'EPSP. Simbikaï dit lancer plutôt un débat qui du reste ne ternit en rien l'image du pays. Non, quand on parle du sommet d'État, c'est-à-dire c'est un problème qui date de plusieurs décennies. Ça ne peut pas concerner un seul ministre. Maintenant, nous allons annoncer la tenue de l'état général de l'ESU, mais je vais voir mes collègues de l'EPSP, enseignement professionnel, pour que ce soit état général de l'éducation nationale au lieu d'en faire état généraux de l'ESU. Et j'estime aussi qu'il faut qu'on ait un seul ministère de l'éducation nationale avec des vice-ministres des sous-secteurs pour qu'on voit le système partant de la base jusqu'au sommet. Les chefs de l'État prônent l'émergence de notre pays à l'horizon 2030. Alors chacun dans son secteur doit étudier comment faire pour avoir cette émergence. Ça fait la très bonne image du pays. Ces plaidoyers de Simbikaï pour la suppression de l'examen d'État datent de 5 ans et sa présence au gouvernement est les moments choisis pour répondre à ces démarches, a-t-il rappelé. Professeur Matungulu, vous avez suivi le ministre de l'ESU. Le diplôme d'État de notre pays est vidé de toute sa substance parce qu'il y a beaucoup de fraude de la part des parents, il a dit, des écoles et tout ça. Vous êtes professeur, vous partagez aussi cet avis, nous devons carrément supprimer ces examens d'État? Et on va le remplacer par quoi? La population se pose la question. Ce qui est vrai, c'est que la qualité de l'enseignement s'est beaucoup détériorée dans notre pays depuis plusieurs années maintenant. Nous avons à l'université, au niveau des institutions d'enseignement universitaire, des jeunes qui sont à peine à mesure d'aligner 2-3 phrases. C'est ça la réalité. Et les difficultés, je crois, dans le domaine également des mathématiques sont bien connues. Maintenant, est-ce qu'il faut justifier tout cela par le fait que les enfants aujourd'hui passent par les circuits examen d'État? Ça, c'est une interrogation. Moi-même qui vous parle, je suis passé par le système des examens d'État. Mais nous avons étudié dans un contexte où l'enseignement avait de la qualité. Ce n'est pas la suppression des exétats qui ferait changer les choses. C'est la qualité de l'enseignement qu'on doit changer. C'est ça, en fait. Ce que je dis, c'est qu'il y a un problème au niveau de la qualité de l'enseignement. Maintenant, nous avons l'obligation, évidemment, de trouver les solutions qu'il faut pour pouvoir sortir de cette situation. Quelles sont ces solutions? Une ou deux, pratiquement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'enseignement, c'est la base aussi d'une nation. On a l'impression que d'ici 20 ans, 30 ans, on n'aura plus d'intellectuels en République démocratique du Congo. C'est la base de la nation, c'est le fondement même de la nation. Mais les enseignants travaillent dans quelles conditions? Les élèves eux-mêmes travaillent dans quelles conditions? Quel est l'état de la question en ce qui concerne la moralité des enseignants et des encadreurs des enfants? Voilà autant de problèmes qui se posent. Moi, je ne pense pas que poser le problème, faire le constat que la qualité de l'enseignement s'est beaucoup détériorée, nous amène directement à la conclusion qu'il faut qu'on supprime le système des examens d'État. Parce que, encore une fois de plus, je le dis, moi-même, je suis passé par ce système des examens. Quel est le projet de... C'est vrai également en ce qui concerne la plupart des collègues qui sont de ma génération. Congo Nabiso, grand parti politique de la République démocratique du Congo, dans ce secteur-là, qu'est-ce que vous proposez? C'est pas que nous sommes en campagne présidentielle, mais nous aimerions quand même savoir. Qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine, dans votre projet de société? Nous sommes en campagne présidentielle. Le CESAC n'a pas encore donné le go. Je ne veux pas qu'on me sanctionne. Mais quel est dans ce secteur clé de la nation, Congo Nabiso propose quoi dans ce secteur de l'éducation? D'abord, nous partons du constat malheureux aujourd'hui que le prestige de l'enseignement a été complètement dévoyé. Nous sommes dans la société de ce qu'on appelle Chancezé Lokopamba, c'est-à-dire les enfants qui grandissent, ce qu'ils ont comme spectacle, c'est quoi? Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir été
particulièrement ardu, appliqué à la tâche au niveau de l'enseignement. Vous n'avez pas forcément le type de profil qu'il faut pour pouvoir occuper une fonction, mais on vous la confiera quand même. Moi, je ne vais pas parler, madame, vous rappellerez de ce gros incident qui s'est passé dans la province du Maniema il y a encore... Avec ces dames-là. Voilà, les problèmes sont à ce niveau-là. Il faut d'abord que nous puissions vraiment savoir que la base de la construction de la nation, c'est l'enseignement. Et qu'on ne va pas se hasarder à mettre n'importe qui à des niveaux de position qui ne leur conviennent pas. Et à partir du moment où on fait ça, on reconnaît l'importance évidemment de l'enseignement au niveau de la construction de la nation. Je crois qu'on mettra à la disposition de ce secteur les ressources qu'il faut pour que les écoles redeviennent un peu ce qu'elles étaient au moment où nous, on était en train de grandir. Vous vivez entre deux avions, je peux me permettre l'expression. Est-ce que les Congolais de l'extérieur défendent aussi nos diplômes ou sont, permettez l'expression, parce que les gens se posent la question, vous dites que la qualité de l'enseignement est fortement dégradée ici en RDC. Est-ce que quand les Congolais vont à l'extérieur, est-ce qu'ils brillent? Est-ce que les Congolais défendent leur niveau d'enseignement? Bon, je crois que c'est quand même difficile un peu de généraliser tout ça. Nous, ce que nous savons, c'est que les Congolais, surtout ceux d'une certaines époques qui ont eu la possibilité d'aller s'exprimer à l'étranger, l'ont fait de façon éloquente, brillante, défendant largement les couleurs de la nation. Mais aujourd'hui, moi je ne pense pas que si on n'est pas à mesure de s'exprimer comme il faut après avoir fait ses études ici, sur place, on ne peut déjà pas le faire, qu'avec le même bagage intellectuel, une fois à l'étranger, on va faire mieux. Je ne pense pas. Donc je crois qu'il y a quand même... Est-ce que cela impacte sur la diaspora congolaise? Bon. Parce qu'on dit que la diaspora congolaise, par rapport à d'autres nationalités, nous sommes vraiment parmi... Il n'y a plus tellement d'universitaires congolais dans les grandes universités à l'époque, comme à l'ULB, à Louvain, à Oxford, à Harvard, je ne sais pas moi. On ne retrouve plus tellement de Congolais comme à l'époque. Pourquoi? Parce que l'État n'offre plus de bourses ou parce que le Congolais lui-même n'aime plus les études. On ne comprend plus. Pourquoi moi, je suis allé à Bruxelles, je n'ai pas vu tellement d'étudiants à l'ULB. Pourquoi les Congolais ne veulent plus je reviens encore à ce que je disais. Chance Zéloko Pamba. Ça, c'est quelque chose, un phénomène que nous devons combattre avec toutes les énergies dont nous disposons. On doit pouvoir reconnaître que l'éducation est la base de la construction de la nation. Et je risque de me répéter, dire encore une fois de plus qu'il faudrait que les moyens nécessaires puissent être mis à la disposition. On doit changer un peu le budget aussi, il faut augmenter aussi. Absolument. Le pourcentage de budget par rapport à l'éducation, 2 à 5%, c'est infiniment... Ouais, je vais vous dire une chose, madame. Je crois que je ne serai pas devant vous ce matin, ou plutôt cet après-midi, ici à Kinshasa, en train de débattre de ces sujets avec les niveaux que vos propres interventions m'imposent, si on n'avait pas étudié à l'époque où, notamment, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire, que de l'université, les choses étaient vraiment bien encadrées. Et en ce qui concerne notre passage à l'université de Kinshasa, tout le monde se rappellera que quand nous, on était étudiants ici, eh bien, tout ce que l'on faisait, c'était, une fois qu'on était retenu, de travailler comme il se devait, parce que le reste de votre séjour à l'université était pris en charge par le gouvernement. Les conditions de vie aussi impactent de l'époque. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, il faut lier également, je crois, tous ces développements négatifs dans le domaine de l'enseignement. Le fait que, de façon générale, l'économie dans notre pays ne marche pas. Tout est lié. Donc, je profite de l'occasion, comme l'a dit le professeur. Nous ne disons souvent pas assez. Je remercie donc tous mes professeurs du lycée de Kimwenza, là où moi j'ai fait mes études pédagogiques. Merci à tous mes professeurs. Merci à mes professeurs de l'école primaire et merci aux enseignants de l'IFASI-CUPEN. Merci pour vous, pour ce travail abattu. C'est ça le fruit de votre travail. Nous allons prendre autre chose. Le 30 juin, l'indépendance, la fête de l'indépendance est passée presque dans la méditation comme nous en avons l'habitude ces derniers temps, plus de fêtes, plus de défilés, aucun faste pour cette fête de l'indépendance et pourtant c'est la plus grande fête, comme diraient les chrétiens, c'est un peu Noël pour un pays, mais chez nous ça passe vraiment inaperçu. Nous allons demander la question, on a posé la question à Freddy Matungulu, pourquoi le 30 juin est devenu une fête aussi fade en République démocratique du Congo, et nous allons prendre l'extrait du chef de l'État par rapport à cette date.
C'était une déclaration conjointe entre le gouvernement congolais et belge pour entériner l'accession de l'ancienne colonie belge à sa souveraineté nationale et internationale. La célébration du 58e anniversaire intervient au moment où la République démocratique du Congo traverse une crise de légitimité institutionnelle, mais aussi dans une fièvre électorale. Si d'autres pays relèvent des avancées significatives à l'occasion de la fête de leur indépendance, la RDC enregistre une régression totale. Selon certains observateurs, tous les acquis de la République démocratique du Congo ont été détruits. L'hymne national a été aussi trahi à travers le vœu qui stipule que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Un constat amer, ce vœu est malheureusement détourné et vidé de son sens par ceux qui voulaient prouver le contraire aux colonisateurs, au lieu d'œuvrer et travailler pour promouvoir le bien-être collectif et le développement de la RDC. Les dirigeants qui se sont succédés à la tête du pays ont par ailleurs privilégié leurs intérêts personnels, soutiennent les analystes, abandonnant ainsi la population congolaise à son triste sort. Seule la bonne volonté des dirigeants congolais rendra effective l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, je me réjouis du fait que la célébration de la fête nationale intervienne cette année en plein processus électoral et particulièrement au lendemain de la convocation des électeurs au 3e scrutin libre, démocratique et pluraliste, prévu par la Commission électorale nationale indépendante au mois de décembre de cette année. Ce processus, vous vous en êtes approprié à différentes étapes de son parcours. Depuis votre enrôlement massif en 2016 et en 2017, jusqu'au parachèvement des listes électorales. Je vous exhorte à vous y accrocher et à démontrer, s'il en était encore besoin, que c'est bien vous, le souverain, et c'est à vous de décider du sort, de l'avenir de notre cher et beau pays. Personne d'autre et nulle part ailleurs. J'invite, pour ce faire, toute la classe politique et toutes les forces sociales à s'impliquer sans réserve dans la matérialisation de ce rendez-vous historique, en vue, une fois de plus, de consolider notre jeune démocratie, laquelle ne souffre du reste d'aucun complexe. Fredy Matungulu, 58 ans d'indépendance, nous l'avons célébré cette année. Et moi, je repose cette question que je posais souvent à mon papa, Yvan Kimpiop. Fredy Matungulu, est-ce que nous n'avons pas bâclé notre indépendance? Est-ce que nous n'étions pas trop pressés d'avoir cette indépendance? Est-ce que nous n'aurons pas pu accepter le plan Von Bilsen et accéder à l'indépendance en 1980 pour laisser l'élite se former? Bon, d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous que les 58 ans d'indépendance de notre pays ont été un gâchis complet. Et je crois qu'on le voit à travers ces discours que nous venons de suivre, vides, un discours qui parle beaucoup plus de ce qui s'était passé en 1960, plutôt que de nous dire, voilà, moi j'ai été au pouvoir pendant 17 ans, voici ce que je fais, voilà dans quelle direction je souhaite que le pays puisse s'engager. Un gâchis complet. Est-ce que nous n'étions pas pressés? Nos pères de l'indépendance n'étaient pas pressés d'accéder à l'indépendance. Nous ne vivons pas en vase clos. Le Congo est devenu indépendant en même temps que beaucoup d'autres pays africains et également, je crois, d'Asie. Moi, je suis convaincu qu'en dépit du fait qu'il faut reconnaître que nous n'avions pas été suffisamment bien préparés
pour prendre les rênes du pays, on pouvait toujours faire mieux que ce que nous avons été à mesure de réaliser. Et c'est encore l'occasion pour moi, une fois de plus, de revenir sur cette question de Chancellor Lokopamba. Aujourd'hui, je crois que le constat de ce gâchis que nous faisons des 58 ans d'indépendance de notre pays nous interpelle quant à ce que nous allons faire demain. Est-ce qu'il faudrait que nous puissions continuer à gérer le pays comme on l'a fait jusque-là, en se disant il suffit simplement d'être là, les miracles s'opéreront, ou nous allons, pour une fois, nous dire on a besoin d'expérience, on a besoin de formation pour pouvoir être à mesure d'occuper et d'assumer avec responsabilité les tâches de reconstruction de notre pays. Doit-on changer le passé, à mon avis, il est passé. Maintenant, je reste convaincu que nous pouvons faire mieux avec les connaissances déjà que nous avons. Et aujourd'hui se pose la question de savoir si finalement nous avons pris conscience de cette réalité et que demain nous ferons mieux. Il y a un internaute qui m'a dit de vous poser cette question. Doit-on changer l'hymne national? Parce que il y a une phrase qui dit que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et aujourd'hui, quand on regarde la RDC des années 60 et la RDC des années 2000, on s'est dit qu'on a échoué. Vous l'avez dit, c'est un gâchis. Doit-on changer cet hymne ou parce que l'hymne, c'est quand même quelque chose qui nous colle à la peau, c'est notre identité, mais on a l'impression que nous trichons parce que nous n'avons pas bâti un pays plus beau qu'avant. Mais c'est ça justement, raison de plus pour que nous puissions garder cet hymne national. C'est une pour vous, nous devons garder cette interpellation constante, permanente, pour nous dire, et c'est d'ailleurs ce qui explique le fait que mon parti s'appelle Komona Biso, c'est notre patrimoine commun. Nous devons pouvoir le gérer comme, ou comme on dit en français, un bon père de famille, avec conscience et responsabilité. Lorsque vous êtes responsable d'une famille, vous connaissez vos enfants, vous connaissez leurs qualités et leurs faiblesses. Et je crois que quand vous décidez de responsabilité des enfants pour l'accomplissement d'un certain nombre de tâches, vous saurez en tant que parent à qui vous allez confier telle ou telle autre responsabilité compte tenu de ce point fort et de ce point de faiblesse. Et c'est ce que nous ne faisons pas au niveau de la nation, au niveau de la gestion de notre pays. Ça nous amène aux conséquences désastreuses que nous connaissons. Question directe, sommes-nous réellement souverains, Freddy Matungu? La RDC est-elle souveraine? Bon, la RDC, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas... on ne peut pas, je crois, à un moment donné, continuer à s'imaginer qu'on vivra en vase clos. Aujourd'hui, vous êtes en train de suivre ce qui se passe au niveau international, cette guerre au niveau du commerce international avec la mise en place des tarifs sur les importations des États-Unis et les autres pays européens. Mais ce sont tous les autres pays qui sont en train de se plaindre. De quel type d'indépendance voulez-vous parler? Au plan économique, nous vivons véritablement dans un village planétaire. Et on doit pouvoir être à mesure de s'organiser en interne de façon à tirer le meilleur profit de ce contexte international auquel nous ne pouvons pas échapper. Sommes-nous toujours, Freddy Matungu, une jeune démocratie? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces mots-là, ces deux mots-là nous excusent de tout. La RDC est une jeune démocratie, vous devez nous comprendre. On n'a pas réussi parce que nous sommes une jeune démocratie. On a tâtonné parce que nous... Sommes-nous toujours une jeune démocratie? La RDC aujourd'hui est une dictature. On n'est pas... De quelle jeune démocratie parlons-nous? Nous sommes une dictature. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans un débat sur, semble-t-il, la possibilité d'amender la Constitution. C'est constitutionnel, amender une Constitution, c'est constitutionnel. Oui, bon, c'est permis d'amender une Constitution. Mais pas dans ces conditions-là, pas dans ces conditions-là. Nous sommes en 2018. Le passage de témoins devait se réaliser en 2006. Et on continue à avoir ces débats. Mais ce n'est pas dans un contexte démocratique, en excluant la population, lui interdisant la possibilité de s'impliquer pour décider justement de qui doit diriger le pays. Ce n'est pas dans un contexte comme celui-là qu'on va parler de démocratie. Nous sommes une dictature, ça tout le monde le sait. Voilà. Nous allons à la CENI parce que nous avons, le chef de l'État mis l'accent sur les élections. Il vous a exhorté
à participer aux élections. Congo Nabisso est prêt pour les élections. Vous aussi, vous y croyez? Décembre 2018, les élections en République démocratique du Congo. Freddy Matungulu, il se place où? Candidat président de la République. Vous y croyez, vous, aux élections? Le chef de l'État vous exhorte à croire à ce processus électoral et surtout à y participer. Bon, Freddy Matungulu ne croit beaucoup à ce processus électoral. Vous n'y croyez pas? Oui, il y a trop de contraintes aujourd'hui. Je crois qu'il pousse et justifie le pessimisme quant au bon aboutissement de ce processus. Je parle des contraintes au niveau financier que nous connaissons. Je parle des contraintes liées à cette grosse suspicion qu'amène l'utilisation proposée de la machine à voter. Et il y a beaucoup d'autres contraintes. Nous avons une loi électorale aujourd'hui qui est absolument démocraticide, on le sait, avec toute une série de contraintes qui ont été mises en place pour favoriser l'équipe gouvernementale en place. Et ajouter à tout ceci le fait qu'on sent encore beaucoup d'hésitation dans les chefs, notamment de M. Kabila, quant au sort qui devait être le sien, alors que ce sort a déjà été réglé par la Constitution. On a déposé une loi qu'on pourrait étudier au Parlement par rapport à la pré-présidence. Oui, tout à fait. Bon, ben, je suppose quand même que, j'espère plutôt qu'on pourrait être en mesure d'aller de l'avant de ce côté-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments de cafouillage qui incitent au pessimisme. Mais qu'à cela ne tienne, nous, à Congo Nabisso, parce que vous nous avez posé la question, je sors d'une réunion à l'occasion dans laquelle nous avons continué nos discussions sur, évidemment, notre meilleure participation à ce processus électoral. Simplement par principe, nous ne voulons pas faire la politique. Vous n'allez pas boycotter, les élections. Nous ne voulons pas faire la politique la chaise vide. La seule chose qui nous amènerait à faire l'irréparable, parce que je crois que c'est ainsi qu'il faut l'appeler, c'est une troisième candidature de Kabila. Ça, nous ne l'accepterions absolument pas. Nous allons à la CENI parce que nous sommes déjà dans le chapitre des élections. Convocation de l'électorat, c'est déjà fait. Donc, allez déposer vos candidatures. Les dépôts de candidatures pour les élections ont déjà commencé. Le go a été lancé cette semaine. Plus de détails, Rassis. Une étape importante vient d'être franchie par la CENI. Il s'agit de la convocation de l'électorat et de l'ouverture de bureaux de réception et traitement des candidatures. Le président de la centrale électorale explique. Elle ouvre dans tous ses démembrements et à travers l'ensemble du territoire national les bureaux de réception et traitement des candidatures en sigle BRTC. 171 BRTC seront ouverts pour la députation provinciale, alors que 169 le seront pour la députation nationale et un seul BRTC, localisé au siège de la CENI, sera ouvert pour l'élection présidentielle. Les BRTC pour les élections législatives nationales et provinciales sont situés dans les locaux des antennes de la CENI. Tous ces BRTC sont ouverts au public tous les jours, donc y compris dimanche, de 8h à 16h30, heure locale. Et conformément au calendrier, les BRTC sont ouverts pendant 15 jours pour la députation provinciale, soit du 24 juin au 8 juillet 2018. Ils sont également ouverts pendant 15 jours pour la députation nationale et la présidentielle, soit du 25 juillet au 8 août 2018. Les activités qui s'y déroulent sont retrait de formulaires, dépôt, réception, traitement et enregistrement des dossiers de candidature. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, invite les uns et les autres à adopter un comportement digne pendant cette période. Il a par ailleurs rappelé que le dépôt de candidature n'est pas à confondre avec la campagne électorale qui est bien réglementée et interviendra au mois de novembre conformément au calendrier électoral. Et ce point de presse est essentiellement axé sur le raison de ma candidature à l'investiture de la députation provinciale pour la circonscription électorale de l'ancienne.
Ces raisons sont nombreuses et Mathieu Luboya les a énumérées les unes après les autres, surtout s'agissant du bilan faible de ceux qui ont bénéficié du mandat de l'Ancélé sans la servir. Mesdames et messieurs de la presse, avant les découpages effectués dans le cadre de la décentralisation, les 11 ex-assemblées provinciales de la RDC ont adopté 163 lois, mieux les édits provinciaux, au cours de la période allant de 2006 en 2015. Donc en moyenne, notre province de Kinshasa, comme toutes les autres, ont produit 2 lois par an pour des sessions prévues pendant l'année, sans compter les sessions extraordinaires. Les édits se sont concentrés essentiellement sur les finances, négligeant les autres secteurs vitaux de notre vie. Sa candidature à la députation provinciale veut relever plusieurs défis de l'Ancélé au plan économique et social. 50 ans après, l'Ancélé n'arrive pas à régler le problème de l'extrême pauvreté. Et donc, moi, député provincial, je suis pour l'implantation des entreprises diverses à l'Ancélé. Élu comme député, je veillerai à l'application des textes légaux sur la protection de la jeunesse, sur le travail et mis au renforcement de lois protègent les jeunes qui sont employés et les investisseurs qui apportent des capitaux. Ma candidature, c'est aussi pour veiller à l'application de lois et à la production de nouvelles lois, des édits. L'Ancélé est une chance pour Kinshasa. Règne l'agriculture, le pêche, l'élevage, le tourisme et que sais-je encore. Il a par la même occasion annoncé les consultations sociales dans sa commune avec des objectifs précis. Je vous annonce que dès la semaine prochaine, je débute les consultations de diverses associations et couches sociales qui regorgent la commune de l'Ancélé. Mathieu Luboya est un homme de gauche, solidariste africain, par-dessus tout nationaliste. Comme l'autorité morale de son parti l'EPT, il combat chaque jour pour défendre la souveraineté de la République démocratique du Congo. Freddy Matungulu, Corneille Nangaa a déjà lancé la convocation de l'électorat. C'est quand même une grande preuve pour vous dire que ça y est, les trains en marche, préparez-vous pour les élections. Est-ce que Congo Nabiso a déjà commencé le dépôt des candidatures pour ces potentiels députés provinciaux ou nationaux déjà? Oui, bon, mais l'électorat a été convoqué. Si c'était dans un autre pays, évidemment, ça aurait été un acte de haute portée, marquant le caractère irréversible du processus. Vous êtes trop pessimiste quand même. Ça ne marque pas le caractère irréversible des élections? Nous avons encore frais en mémoire cette situation de 2015 où les gens sont allés jusqu'à déposer une candidature. Avec les cautions de $500, voilà, si je ne me trompe pas. L'élection, non seulement n'a pas eu lieu, en plus, malheureusement, ses compatriotes n'ont jamais été remboursés. Donc, quand il s'agit de Nangaa, je crois que c'est tout ce qu'il y a de plus incertain. Nangaa, on le voit avec son arrogance, a cette attitude de quelqu'un qui ne voudrait écouter personne. Il a comme une sorte d'inspiration divine qui lui viendrait, on ne sait pas trop d'où. Je crois que les actes posés par Nangaa dans le cadre de ce processus électoral, malheureusement, ne peuvent pas à eux seuls nous rassurer quant à la poursuite du processus. Malgré la pression internationale, Freddy Matungulu, nous avons suivi les États-Unis, l'ONU, tout le monde tient à ce que les élections se tiennent en décembre 2018. Malgré cette pression internationale, vous n'y croyez toujours pas? En tout cas, personnellement, j'attendrai jusque notamment le mois prochain, quand on aura fini le processus de dépôt des candidatures à la présidentielle, qui est très tout ça. Vous n'y attendez que ça. Vous ne croyez que les autres élections sont moindres par rapport à l'élection présidentielle? Alors, est-ce que Congo Nabiso a déjà commencé le dépôt? Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous avez déjà commencé? C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous venons de terminer une grande réunion au niveau du siège du parti cet après-midi. Nous continuons les discussions demain et après-demain. Et avant la fin de la semaine... Seuil de représentativité. Vous êtes avec quel autre parti politique? Dans quel regroupement politique? Parce qu'avec ce seuil de représentativité, je crois que Congo Nabiso seul n'y parviendra pas. Vous êtes avec qui? Oui, si ce n'est pas un secret d'État. C'est peut-être même un secret d'État. Nous avons évidemment très à cœur
de bien faire en prenant en compte ce seuil de représentativité dont je disais qu'il était absolument contraignant. Mais nous sommes en train de travailler avec ça. Je crois que notre objectif, c'est de nous focaliser sur les parties de la République où nous avons le maximum de chances. Mais je vais dire que le parti de Freddy Matungulu était dans Ensemble, c'est faux? Non, nous ne sommes pas d'Ensemble. Vous n'êtes pas dans Ensemble, non? Ensemble, ça c'est la plateforme de Moïse Katumbi, vous n'êtes pas? Non. Vous savez, je dirais le paysage politique national aujourd'hui au niveau de l'opposition se compose globalement comme suit. Nous avons le MLC et le Front pour le respect de la Constitution. Nous avons l'UNC et Alliés. Nous avons Congo-Nabisso et Sienco. Nous avons l'UDPS et Ensemble. Voilà un peu en ce qui me concerne les grandes composantes du paysage politique national aujourd'hui du côté de l'opposition. Nous sommes en train de travailler avec ces autres amis de l'opposition, notamment pour nous assurer que si nous arrivons ensemble ou plutôt pour que nous puissions ensemble... Candidat unique dans l'opposition, Freddy Matungulu? Pour que nous puissions ensemble pouvoir être à mesure d'avoir la majorité qu'il faut au niveau du Parlement pour gouverner. Et nous sommes également sur la question de la candidature unique de l'opposition. Vous allez soutenir qui, en fait? Nous avons dit que le peuple congolais a connu en 2006 et en 2011 des expériences extrêmement douloureuses. Il voulait l'alternance politique, on ne l'a pas eu parce que l'opposition était divisée, notamment au niveau de la magistrature suprême. Et je crois que nous sommes tous conscients de ce que nous devons nous parler profondément pour que nous arrivions à dégager cette... Avec la sortie de Jean-Pierre Bemba, c'est déjà presque acquis, hein, la sortie de Jean-Pierre Bemba. Est-ce que cette sortie, pour vous, change la donne politique de la RDC? Oui, non, mais tout à fait. Jean-Pierre Bemba, il a été candidat en 2006 avec les résultats que nous connaissons. Et je pense que son parti a une capacité, et lui-même en particulier, de mobilisation des compatriotes au niveau de l'opposition qui est absolument remarquable. C'est pour ça que il y a 2-3 semaines, quand j'étais en France, à Paris, dans une interview, j'ai dit que cette libération était un développement positif important pour l'opposition. Parce que l'opposition doit pouvoir être à mesure de mobiliser. Et heureusement pour nous, nous avons, comme je l'ai indiqué, toujours travaillé avec les MLC et les autres amis de l'opposition. C'est important que nous puissions faire avancer, faire évoluer ce processus de façon telle qu'on arrive effectivement éventuellement à tomber une question assez personnelle, parce que moi j'aime quand je reçois mon invité d'avoir le son de cloche de mes internautes, de mes followers. Il y en a qui me disent, dites à M. Freddy Matungulu qu'il n'est pas mobilisateur. Vous avez utilisé qu'un politique doit avoir la capacité de mobiliser. Et on vous reproche cela, que Freddy Matungulu n'est pas assez mobilisateur, vous n'arrivez pas à trop mobiliser la population, que vous êtes trop technocrate, pas politique. Vous êtes vraiment ancré dans votre... vous avez été ministre de l'économie, vous êtes fort dans ce secteur-là. Pourquoi Freddy Matungulu tient tant, peut-être vous le direz plus tard, à être président de la République? Pourquoi ne pas être derrière quelqu'un? Puisque tout le monde ne peut pas être leader, tout le monde ne peut pas mobiliser. Pourquoi Freddy Matungulu ne peut pas être derrière quelqu'un qui a cette capacité de mobiliser et maximiser ses chances, peut-être pour être Premier ministre ou pour être quelqu'un d'autre? Freddy Matungulu ne veut être que président de la République? Non, mais la réponse à cette question est très très simple. Je crois que son fondement vient de l'expérience que j'ai eue au gouvernement en tant que ministre de l'économie, finances et budget avec Joseph Kabila comme chef de l'État. Vous êtes derrière en tant que technocrate, assurez-vous, quelles que soient les propositions que vous faites, quelle que soit la qualité des propositions que vous faites, en dernière analyse, c'est le politique qui décide. Et c'est ce que le politique décide qui finalement sera fait. C'est pour ça que vous avez franchi la barre. Voilà pourquoi moi je reviens cette fois-ci, je me suis dit non, je ne peux pas juste me contenter d'être là derrière quelqu'un comme expert pour suggérer des choses finalement qui ne seront pas mises en œuvre. Mais c'est maintenant la faute à nos leaders qui n'aiment pas, qui ne veulent pas écouter, en fait, c'est ça. Mais il y a des technocrates, il y a des gens formés, mais nos leaders qui ne veulent pas écouter, c'est ça. Moi, nous en sommes là à cause de ça. Je préfère qu'on ait un leader qui est aussi expert. Je crois que de cette façon-là, on maximise les chances. D'abord d'appréciation. Mais le critérium, vous le savez, à l'Assemblée nationale, pour être président de la République, le critérium est assez... Oui, vous le savez, donc on n'est pas obligé d'avoir fait des études assez poussées pour être président de la République. Hein. Donc ça casse beaucoup de choses. L'expérience congolaise nous montre que peut-être qu'on devrait aller dans cette direction-là. Parce que depuis 1960, c'est tout ce que nous avons eu comme président de la République, des gens qui n'ont pas le profil le plus élevé possible.
en termes de formation. Est-ce que ça impacte réellement? C'est ça la question. Est-ce que ça impacte réellement? Moi, je vous pose la question. Pourquoi nous déplorons-nous si, je dirais de façon très alarmée, l'état de l'enseignement dans notre pays? Pourquoi faisons-nous le constat, comme on en a parlé tout à l'heure, qu'il n'y a rien qui marche dans le domaine de l'enseignement? Parce que forcément, moi je crois que quand vous êtes le premier citoyen du pays et que vous avez fait un parcours scolaire, académique et professionnel rigoureux, universitaire aussi, vous représentez cet exemple que les plus jeunes vont chercher à émuler. En tout cas, nous, quand on grandissait, c'était dans ce cadre-là. Les aînés qui étaient partis à l'université, nous, quand on était encore à l'école secondaire, on les suivait de très très près. Et je peux vous dire, quand ils rentraient, moi j'ai grandi dans la ville de Bandung. Vous avez quoi? Qui comme modèle? J'aimerais bien le savoir. Qui comme modèle? Quand on rentrait... Qui vous a fasciné pendant votre jeunesse à ce moment-là? Pendant ma jeunesse, c'est une très très bonne question. Je crois que beaucoup de mes enseignants m'ont beaucoup marqué, aussi bien au niveau du primaire, du secondaire qu'au niveau de l'université. C'est un peu ça, en plus évidemment du papa, qui a été comme, puisque certains disent le shérif de la maison, qui sait vous mettre à l'ordre lorsque vous vous écartez de ce qui est important et bon. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons à la SENCO, clôture de l'Assemblée de la SENCO à la SENCO et la réaction de l'abbé Chollet. Nous avons suivi ces réactions. L'abbé Chollet, nous connaissons quand même ses propos qui sont assez durs. L'abbé Chollet a parlé, alors nous allons décortiquer les propos de l'abbé Chollet. Au cours de ces nouveaux messages de la SENCO, l'inquiétude des évêques à l'issue de la 55e assemblée plénière de la conférence épiscopale nationale du Congo consiste notamment dans le non-parachèvement des mesures de décrispation prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre, le manque de consensus sur l'utilisation ou non de la machine à voter, mais aussi la persistance de l'insécurité, surtout dans la partie est du pays. Les évêques insistent sur des élections selon le calendrier de la CENI, dans le respect de la Constitution, mais aussi de l'accord de la Saint-Sylvestre susceptible de garantir l'alternance. À nous-mêmes, peuple congolais, continuons à exiger des élections crédibles dans le respect du calendrier électoral publié. Ne cédons ni à la peur, ni à la résignation, encore moins à la violence. Résistons à l'achat de conscience et aux manipulations politiciennes. Nous recommandons au peuple congolais et aux hommes de bonne volonté d'être assidus à la prière pour la sauvegarde du processus électoral. Car si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. Psaume 127. À l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance, que Dieu bénisse notre pays et son peuple et que l'Esprit Saint rende lucides les parties présentes au processus électoral en vue d'un avenir meilleur. Rappelons que le processus électoral en République démocratique du Congo avance sur fond de multiples contestations qui risqueraient de servir de prétexte au refus d'organiser les élections dans le délai, c'est-à-dire le 23 décembre prochain. Je crois que là, il s'est trompé, il faut le reconnaître. On peut comprendre qu'on est... Les journalistes se savent aussi énerver, les journalistes que vous êtes. Vous pouvez énerver quelqu'un qui dit un mot de trop avec un ton de trop, ça arrive à tout le monde. Mais il ne peut pas prétendre que la confiance n'est pas l'élément central de la réussite d'un processus. On ne peut pas réussir un processus électoral sans confiance. Donc, le premier rôle de la CENI, c'est de créer justement la confiance. Parce que si aujourd'hui, le peuple congolais dans la rue dit non, nous n'avons pas confiance à la CENI, il n'y aura pas d'élection, bien que lui dise. Au fait, les élections, c'est le peuple congolais qui est propriétaire des élections, et non la CENI. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. L'abbé Chollet l'a dit, si le Seigneur ne
si le Seigneur ne protège pas le pays ou la ville, c'est lui qui le protège en vain. Pour vous, vous avez l'impression, Freddy Matungulu, que Dieu a abandonné la RDC? Ah non, non, Dieu n'a pas abandonné la RDC, sinon on n'aurait pas notamment une SENCO aussi active. Je voulais profiter de l'occasion pour vraiment remercier sincèrement la SENCO pour le grand travail qu'ils abattent depuis évidemment la supervision de nos discussions qui avaient abouti à l'accord de la Saint-Sylvestre et surtout depuis que au moment où les politiciens discrédités ne pouvaient plus mobiliser par le canal du comité laïque de coordination, nous allons en parler tout à l'heure, voilà, pour pouvoir maintenir la flamme. Je crois que ce que je retiens de fondamental dans ce que l'abbé Chollet est en train de dire... Le non-consensus, hein. Pour vous, c'est ça aussi? Tout à fait. Que doit faire... C'est une institution indépendante, Corneille Nangaa l'a dit, mais il vous appelle de temps en temps quand il prend les grandes décisions, mais vous mettez jamais d'accord. Mais lui, il doit avancer, il doit progresser. Les élections doivent se tenir impérativement le 23 décembre 2018. Mais vous, les politiques, vous êtes toujours là en train de tergiverser, à trouver des raisons pour retarder le processus. Non, on ne tergiverse pas. Je crois qu'on tire la sonnette d'alarme comme il faut le faire. Quand il y a des développements de nature à remettre en cause la bonne conduite de ce processus. Parce que je crois que c'est important de dire ceci, que ce qu'on veut, ce n'est pas forcément juste d'aller aux élections, mais d'aller à des élections qui nous permettent notamment... Vous l'avez dit dans un tweet, là. Qu'est-ce que vous voulez? Quel genre d'élection? On veut une élection qui nous permette de résoudre le problème du manque de légitimité du pouvoir au sommet de l'État. Et on ne souhaite pas se retrouver dans une situation où il y aurait tellement de disputes que le résultat serait rejeté, avec comme conséquence qu'on se retrouverait... On vous dit, vous préparez déjà ça, l'opposition est en train de préparer la contestation déjà. Au contraire, je crois que c'est la CENI qui est en train de faire ce travail. Comme l'abbé Chollet l'a si bien rappelé, une bonne élection dans un environnement où il n'y a pas de confiance, c'est difficile de l'avoir. Nous en sommes là aujourd'hui. Il n'y a plus de confiance. La confiance est brisée entre la politique et la CENI. Je crois que Nangaa n'écoute personne. Je crois qu'il ne faut pas être magicien pour le voir. Il a son idée, dictée apparemment dans le cadre des consultations permanentes qu'il a avec la majorité présidentielle, et aujourd'hui qui voudrait imposer un schéma de retour massif de tous ceux qui sont au pouvoir alors qu'ils ont lamentablement échoué en 2019, avec comme conséquence que le pays ne sera pas plus avancé. C'est ça que nous déplorons au niveau de l'opposition, et je crois que c'est ce que l'abbé Chollet est en train de rappeler. Nous n'avons pas, après avoir passé 58 années d'indépendance, de gâchis, comme on l'avait dit, nous permettre de ne pas faire de 2019, disons, une année de redémarrage de la vie, de reprise et de remise du pays sur la voie du progrès. Les gens de la majorité présidentielle, d'ailleurs, ne se cachent plus aujourd'hui. Probable troisième mandat du président de la République. Pour vous, quelle sera votre réaction? Parce qu'aujourd'hui, ça ne se cache plus. Ça se disait en secret. Aujourd'hui, beaucoup le disent. Ils n'ont pas d'autre candidat que Joseph Kabila. Le dauphin, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas à la population de savoir quel est le dauphin de la majorité présidentielle, le dauphin de Kabila. Ce n'est pas notre problème. Nous n'avons qu'à patienter. Mais si Joseph Kabila aller à la CENI et présenter sa candidature, quelle sera la réaction de Congo-Nabisso? Non, mais pour Congo-Nabisso, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, ce serait la fin de tout pour nous. Hein, parce que ça signifierait simplement que la constitution pour laquelle nous sommes en train de nous battre aujourd'hui, qui est le socle, le fondement même de l'existence dans notre pays d'une société de progrès, aura été mise à la poubelle. Et à partir de ce moment-là, tout devient malheureusement possible, y compris les dérives les plus totalitaires. Et je crois que c'est ce qui arrivera si Kabila devait tenter de se présenter pour un troisième mandat, plutôt pour se présenter pour la troisième fois. Mais eux, ils ne disent même pas troisième mandat, ils disent que ce sera son tout premier mandat, parce que la loi électorale a été changée d'un tour à deux tours. Ils trouvent toujours des raisons pour expliquer cela. Mais c'est là tout le problème. Et c'est ce qui étonne quand on est responsable dans un pays et qu'on a en charge la direction de 80 millions de vies,
Et je crois que c'est des types de propos qu'on ne peut pas comprendre et qui sont absolument inacceptables. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous comprenez la pression de la communauté internationale et d'autres ONG de la capitale ou du pays qui demandent au chef de l'État de le dire expressément qu'il ne se représentera pas? Vous aussi, vous partagez ces Mais moi, je l'ai dit. Il faut que le chef de l'État le dise lui-même, que ça sorte de sa bouche. Absolument. Je vous l'ai dit d'ailleurs dans cette interview que nous avions eue, je crois en 2016, à Top Congo. Le jour où Kabila dit c'est fini pour moi, vous allez voir, il y a toute une série de développements, d'ajustements sociopolitiques qui vont se réaliser et ce sera en faveur de finalement. Mais qu'est-ce qui l'empêche? Pourquoi il ne veut pas le dire? Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Parce que sous d'autres cieux, c'est automatique, ça se fait, on le sait déjà. Mais chez nous, en Afrique, on ne connaît pas très bien comment les choses peuvent se faire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche le président Kabila de prononcer cette phrase clé-là? Non, il ne faut pas dire qu'en Afrique, ça se passe ainsi partout. Non, oh, bon, vous dites Rwanda, le pays voisin, oui, bon, il y en a, ce sont des exceptions. Je préfère toujours qu'on parle de ces pays africains où certaines choses sont bien faites. Comme le Ghana, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme la Tanzanie. Bon, il y en a quand même. Hein. Donc il y en a. Moi, je préfère que le Congo soit le porte-étendard de ces pays africains. De l'Afrique centrale, c'est tout. Mettons l'Afrique centrale. Pourquoi l'Afrique centrale est à la traîne comme ça? Pourquoi on ne parvient pas à faire décoller sur le plan électoral l'Afrique centrale? Parce que ça va si mal en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est comme la grande sœur, le grand frère de la région. Quand vous avez un grand frère, une grande sœur, on peut même dire le papa. Mais je n'irai pas jusqu'à ces niveaux-là, hein, parce que bon, les pays ont leur autonomie. On peut dire, la République démocratique du Congo, c'est le grand frère au niveau de la sous-région. Quand le grand frère fait n'importe quoi... C'est comme la locomotive du train, c'est ça, la tête du train. Donc comme ça ne va pas en RDC. Ailleurs. Si les choses finalement s'ouvrent de façon responsable, se mettent dans une logique de reconstruction et de responsabilité. Ici, en République démocratique du Congo, je suis convaincu qu'il en sera de même dans beaucoup d'autres pays de la sous-région. Et de ce point de vue, on ne peut que saluer évidemment les derniers développements qui sont intervenus, notamment en Angola. Ok, Congo-Nabisso, son implantation, parce que nous sommes dans ce dossier des élections, comment est implanté Congo-Nabisso partout dans la République, ou vous êtes encore ce qu'on appelle des partis mallettes? Oh non. Non, pas du tout. Vous êtes où en RDC? Congo-Nabisso, ce n'est pas un parti mallette. Nous savons que nous sommes jeunes, et ça, on ne peut pas le cacher. Nous existons depuis bientôt 3 années. Et donc, nous avons beaucoup à faire encore en ce qui concerne notre implantation sur l'ensemble du territoire national. Mais je suis quand même content de pouvoir vous dire que là, j'étais en train d'examiner la cartographie de Congo-Nabisso au niveau de notre implantation sur le territoire national. Je peux vous dire que formellement ou informellement, nous sommes désormais sur l'ensemble du territoire national. Nous avons l'obligation de renforcer les endroits où nous sommes encore plutôt faibles, et moi je le reconnais, en certains endroits nous sommes qu'embryonnaires. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes, par ma volonté, en train de chercher à construire quelque chose de grand pour aujourd'hui et pour demain. Et quand il s'agit de ce type d'entreprise, évidemment, il faut compter aussi avec le temps, et nous en sommes responsables, plutôt conscients. La réponse, vous avez écrit au ministère de l'Intérieur, c'est vrai, pour rectifier cela. La réponse est déjà tombée ou Non. Nous attendons, vous savez. Mais si ça ne tombe pas, vous aurez des problèmes pour les élections, oui. Des très grands problèmes. Non, mais il faut que ça tombe. Parce que, bon, vous savez, pour vous faire inscrire dans un regroupement politique donné, il y a des engagements que vous prenez, il y a des papiers que vous signez, parce que bon, moi, j'en ai constitué un à la SENCO. Il y a des procès-verbaux qui sont signés, notariés, et déposés ensuite au ministère de l'Intérieur. Donc ça devrait être un travail plutôt facile. À partir du moment où, dans leurs procès-verbaux de la majorité présidentielle, on ne retrouvera jamais le nom de Freddy Matungulu Mbuyamouilankir, ça c'est pour ça que je considère c'est un coup en dessous de la ceinture, selon vous? Bon, on vous a fait un coup non, pour le moment, moi je considère que c'est une erreur. Mais ça peut être un coup. C'est ce que les prochains jours vont pouvoir nous montrer exactement. Nous prenons le communiqué du comité laïque de coordination, hein, nous en avons mis l'accent tout à l'heure, et puis nous allons parler du procès de Katumbi.
Comme vous le savez, le procès a été repoussé jusqu'au mois de juillet parce que les avocats de Katumbi ont relevé beaucoup de choses, beaucoup d'incohérences dans ce procès. Nous allons suivre avec beaucoup plus de détails à 6. Ouverte ce mercredi à la Cour suprême de justice, l'audience dans l'affaire mercenaire qui oppose Moïse Katumbi au ministère public n'aura duré qu'une dizaine de minutes. Après les irrégularités soulevées devant la haute cour par la défense de l'opposant congolais, ce procès a été renvoyé au 10 octobre de l'année en cours. L'ex-gouverneur de l'ex-Katanga est poursuivi depuis mai 2016 d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Et pendant ce temps, le cabinet de Moïse Katumbi condamne le refus du gouvernement congolais d'octroyer le visa à Daryl Lewis, un des présumés mercenaires qui séjourne aux USA. À en croire Olivier Kamitatou, ce dernier s'est vu refuser le visa par l'ambassade de la RDC au pays de l'oncle Sam, alors qu'il avait déjà acheté son billet pour se présenter ce mercredi devant les juges en RDC. Les soutiens de Moïse Katumbi dénoncent également ce qu'ils qualifient d'acharnement judiciaire pour empêcher le président de Ensemble de se présenter à la prochaine présidentielle en RDC. Il s'avère important de rappeler plusieurs militants et cadres de la plateforme Ensemble pour le changement étaient présents à la Cour suprême de la justice en soutien au président de Corbeau-Louchois. Freddy Matungulu, on se pose la question, pourquoi on doit juger Moïse Katumbi à la Cour suprême de justice? Bon, écoutez, moi je ne suis pas de formation juriste, mais j'ai suivi certains des arguments qui ont été avancés et qui semblent faire du sens à partir du moment où nous sommes en train de parler. Le gouverneur Katumbi n'a pas de fonctions officielles qui le placerait dans une quelconque position de différence par rapport aux Congolais moyens. Voilà l'argument que j'ai retenu, qui fait beaucoup de sens dans le texte qui a été publié par les honorables députés qui ont fait cette démarche. C'est tout ce que je peux dire malheureusement sur cette question. En tout Pour cas, vous, en réponse à votre... ça ressemble à de l'acharnement judiciaire? Moi, ce que je dis, c'est que nous avons clairement une justice à plusieurs vitesses. On peut dire à deux vitesses. La première, c'est pour nous le commun de mortels. Lorsque vous faites quelque chose, on vous tombe dessus, en particulier si vous êtes opposant. Et puis, bon, il y a la vitesse de ceux qui sont au pouvoir, qui peuvent se permettre de tout faire, casser le pays, les couper en 1000 morceaux et continuer à jouir pleinement de leurs privilèges en dehors des prisons, où, en principe, ils devraient être enfermés. Donc, nous avons suivi encore le CLC. Le CLC avait tapé du poing sur la table dernièrement et qu'ils vont reprendre leur manifestation si le processus électoral n'était pas respecté. Vous pensez que cette fois-ci, l'ambiance est le même ou les données sont les mêmes? Est-ce que le comité laïque de coordination aura encore le même soutien qu'avant, vu les morts, vu tout ce qui s'est passé? Est-ce que le comité laïque tiendra encore cette population en haleine? Bon, écoutez, moi je crois que le comité laïque de coordination, tout comme nous tous d'ailleurs, nous n'avons pas de premier choix que d'aller manifester. Généralement, on le fait quand on a malheureusement l'impression, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'on n'est pas écouté par ceux qui sont au pouvoir, alors qu'on est les souverains primaires, évidemment, en tant que population. Moi, je suis convaincu que les conditions restent les mêmes aujourd'hui. Les gens souffrent autant aujourd'hui que c'était le cas il y a 6 mois, il y a une année. Aujourd'hui, je suis d'ailleurs que c'est un peu pire.
Par conséquent, je crois que oui, le comité laïque de coordination continue de jouir du même respect, la même audience au niveau de la population. Et si tous ces problèmes, malheureusement, dont nous réclamons des solutions, auxquelles nous réclamons des solutions, ne trouvent pas d'issue, c'est normal que la population, évidemment, sera bien amenée à reprendre ces marches que nous aurions voulu ne pas continuer. Voilà. Revenons à Moïse Katumbi. Pour vous, pourquoi Moïse Katumbi cristallise-t-il autant d'attention par rapport aux membres de la majorité présidentielle ou même à nos autorités? Est-ce qu'il fait réellement peur? Est-ce que Moïse Katumbi fait peur? Bon, moi, je ne peux pas répondre, évidemment, au nom de la majorité. Ou est-il un danger pour la République? Parce qu'on dit qu'il a été condamné ou il va être jugé par rapport à, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on a dit encore, j'ai oublié, par rapport à la sûreté de l'État, de l'intérieur, je ne sais pas moi quoi. Est-ce qu'il est capable, Moïse Katumbi, de déranger l'ordre politique établi? En a-t-il la force, les capacités, les moyens? Bon, écoutez, une campagne électorale, c'est aussi en grande partie un problème de gros moyens, surtout quand il s'agit de la République démocratique du Congo. Et si on regarde bien parmi les candidats que nous sommes, notamment en quête de la magistrature suprême dans notre pays aujourd'hui, c'est clair qu'il est le plus fortuné. Il peut dépenser plus que, je peux dire aujourd'hui, tous les autres candidats réunis. Et ça, c'est un élément déstabilisateur aussi. Enfin, déstabilisateur. Donc, vous ne faites pas peur. Mais en faisant la comparaison, Freddy Matungulu ne fait pas du tout peur. C'est pour ça qu'on permet à Freddy Matungulu de sortir, de rentrer en République démocratique du Congo, parce que Freddy Matungulu ne fait pas du tout peur enfin, je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense qu'un candidat... Est-ce que vous êtes capable, vous, en tant que candidat président de la République, de sillonner toute la République? Est-ce que vous en avez moyen? Est-ce que vous avez des soutiens, tant intérieurs qu'extérieurs? Si ce n'est pas un secret d'État, j'y reviens encore, parce que en 2006, on se rappellerait d'un candidat qui est venu, ou qui était venu des États-Unis, son nom m'échappe. Docteur Kachala. Merci. Docteur Kachala était venu des États-Unis, nous avait dit qu'il avait des avions, qu'il avait des moyens, qu'il avait tout ça, et puis il a disparu, on n'entend plus parler de lui. Freddy Matungulu vient des États-Unis, d'ailleurs les mauvaises langues me disent de vous poser la question si vous n'êtes pas américain. Voilà, donc on me dit, est-ce que Freddy Matungulu, c'est pas le deuxième Kachala? Il vient avec des promesses, a-t-il des moyens, a-t-il des soutiens, ou c'est encore un feu de paille? C'est vraiment une question directe, parce que nous parlons à cette population. Non, mais c'est une question importante, une question importante. Freddy Matungulu n'est pas américain. J'ai la nationalité. T'es congolais, ça c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait jamais. Demain, peut-être quand vous serez candidat président de la République, Freddy Matungulu, on nous brandira le fait que Freddy Matungulu est américain. Moi, je tiens. Il faut nous le dire aujourd'hui. Je tiens beaucoup à ma nationalité congolaise. Je n'ai jamais changé de nationalité. Et je dis toujours que si on regarde bien la plupart de ces candidats, je suis finalement le Congolais des Congolais là-dedans. Parce que, d'abord, je n'ai jamais changé de nationalité, en dépit de toutes ces années que j'ai passées à l'étranger. Et puis, des deux, je suis d'une origine qui fait partie de ce que moi j'appellerais la moyenne du Congolais. Je suis le vrai Congolais moyen. Et je le répète encore, j'ai dans ma famille, j'ai des membres de famille qui vivent ce que tous les Congolais vivent au quotidien. Donc je suis vraiment le Congolais de Congolais sur cette liste, je crois, des candidats potentiels. Des soutiens extérieurs? Soutien extérieur, bon, je n'en parlerai pas ici. Ça c'est sûr. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes... On vous dit d'ailleurs candidat des Américains, hein. Moi j'ose le dire, hein, c'est Congo Web Télévision, Freddy Matungulu, c'est les candidats des Américains. Vous et le docteur Denis Mukwege, vous êtes les candidats des Américains, des Occidentaux. Non, moi je suis le candidat du peuple congolais. Je suis le candidat du peuple congolais parce que je connais les conditions de vie du Congolais, parce que je les ai vécues, hein, il faut bien le dire. J'ai fait l'école primaire, l'école secondaire, le premier cycle d'études universitaires en République du Zaïre, République démocratique du Congo aujourd'hui. Et donc, je sais ce que c'est que la vie au Congo avant d'aller à l'étranger. Et donc, je suis le candidat des Congolais, avant d'être quoi que ce soit d'autre. Nous allons parler du rapport des droits humains et nous allons terminer, mesdames et messieurs, par l'incinération des drogues par la police. Nous tous, nous avons vu ces images dans les réseaux sociaux. Ça fait... la honte, au fait, de la République démocratique du Congo, parce qu'on a vu comment les policiers
se sont battus pour reprendre ce qu'ils devaient détruire. Ça donnait une très très mauvaise image de la police. Et comme on le dit en République démocratique du Congo, eh ben, les sanctions ne tomberont peut-être pas. Bon, peut-être ces policiers ne seront jamais sanctionnés. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça le tout dernier dossier. D'abord, c'est un rapport qui vient du gouvernement, parce que Madame la ministre des Droits humains fait partie du gouvernement. Je viens de recevoir ce rapport en 3 exemplaires. J'ai tenu à féliciter toute l'équipe qui a travaillé avec Madame la ministre. Je vais lire moi-même ce rapport au courant des derniers jours qui restent de cette semaine. Et la semaine prochaine, je vais pouvoir transmettre aussi bien au procureur général qu'à l'auditeur général un exemplaire de ce rapport pour qu'il puisse engager effectivement les procédures nécessaires. Ça sera fait. C'est évident qu'une procédure qui est engagée, le magistrat du parquet instruit à charge et à décharge. C'est le principe du parquet. Toutes les personnes qui sont citées dans ce rapport seront entendues, s'ils sont militaires, par l'auditeur général, si ce sont des civils, par le procureur général. Toutes les personnes qui sont considérées, qui ont été épinglées, seront certainement entendues. Le procureur va faire ses enquêtes à charge et à décharge et décidera à ce moment-là s'il faut fixer le dossier et l'envoyer devant une juridiction qui va se tenir. Au total, 161 cartons de whisky prohibés, 1550 litres de boissons artisanales, 720 kg de cannabis et 278 capas héroïne ont été incinérés ici dans l'enclos de la brigade antidrogue située dans la municipalité de La Gombe. Une occasion pour le commissaire supérieur Honoré Vangou de rappeler à l'opinion les méfaits de la drogue. Le favoritisme du blanchissement des capitaux par le trafic illicite des drogues en République démocratique du Congo en particulier et partout dans le monde. Les taux élevés de toximanes consommateurs, les taux élevés des maladies mentales, le développement du phénomène Kuluna appelé la criminalité urbaine sur le plan de la République démocratique du Congo et les taux élevés de l'analphabétisme. La brigade antidrogue à travers son commandant s'engage à relever les défis de cette lutte pour le développement harmonieux de la communauté. Ainsi, je vous invite à trouver ici des mots justes de ma direction pour son engagement à relever les défis de cette lutte pour un développement économique et social harmonieux au bénéfice de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Remercions et félicitons cadres et agents de la direction des stupéfiants pour leur engagement à relever les défis de cette lutte, malgré les difficultés et tentations auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur mission. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de quelques autorités judiciaires de la ville-province de Kinshasa. Monsieur Freddy Matungoulou, nous avons suivi le ministre de la Justice qui a dit que cette fois-ci, ceux qui ont tué les Congolais seront poursuivis. Vous y croyez? Cette fois-ci, ça sort de la bouche de numéro 1 et en charge de la justice de notre pays. Non, mais moi, je ne crois jamais. Je sais pas, ça ne peut pas être une question de croyance. J'évalue le comportement du gouvernement par rapport à ce qu'il a toujours fait dans le passé. Et sur la base de ce que nous savons que ce gouvernement fait, c'est très très difficile quand juste on entend une déclaration des membres du gouvernement de s'attendre à ce que des résultats puissent être réalisés sur cette base-là. Je reste le saint-Thomas absolu quand il s'agit des promesses faites par le gouvernement congolais. Vous rappellerez, nous nous sommes promenés il y a plusieurs mois sur ce qui était arrivé ici dans la province du Kwango,
avec les vaches. En fait, ce dossier, c'est où vous êtes... Mais c'est ça, justement. C'est fini comme ça. Hein? Mais voilà, les dossiers a été clôturé et on ne sait pas la suite qui a été donnée à toutes ces revendications des populations congolaises qui avaient été malheureusement victimes de tous ces dommages causés par les vaches. Aux dernières nouvelles, on peut dire que rien n'a été fait. En tout cas, en ce qui concerne le dédommagement des populations qui ont été victimes, notamment avec l'arrachage de leur terre. Hein. Voilà, des plantes et des plantations ici dans la province du Congo. Rien n'a été fait. Et donc, bon, le ministre de la Justice a parlé, a fait un certain nombre de promesses. J'attendrai de voir s'il y a vraiment pessimiste et Saint Thomas. Ah, oui, absolument, malheureusement. Pour vous, si en vous disant quelques minutes, tracer le bilan de ce gouvernement, c'est vraiment le fiasco total, rien de bon. Non, mais ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les faits que nous vivons. Heureusement, nous sommes ici, chez nous, en République démocratique du Congo et à Kinshasa en particulier. On voit très très bien ce qui se passe ici. Je crois que c'est un bilan qui est largement négatif. Et ça pose la question vraiment de savoir pourquoi cet acharnement à vouloir avoir un autre mandat. Alors pour améliorer peut-être. En ce qui concerne le président Kabila, c'est depuis quand même 15 ans. 2001. Non, 17 ans, pardon, excusez-moi. Je me rappelle toujours du moment où j'avais quitté le gouvernement, il y a 15 ans. Mais c'est depuis 17 ans. Et globalement, je crois que c'était un bilan catastrophique. Alors, comment expliquer cet acharnement à vouloir briguer un troisième mandat? C'est ça la question. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, comme on le dit, hein, c'est aussi un canal d'information. Je ne sais pas, Freddy Matungulu, si vous avez suivi ces images de la police nationale en train de reprendre, on appelle ça communément guégué ici chez nous. Hein, est-ce que vous avez suivi ces images? Si, bien sûr que j'ai suivi ces images. Et quelles sont vos réactions? Ça ne vous étonne pas du tout? Ça ne m'étonne pas. C'est le contraire qui aurait surpris. Que des commis de l'État exercent, ou plutôt exécutent intégralement les ordres reçus, la hiérarchie. En particulier quand on est dans une situation où on peut tirer un petit avantage personnel de l'action que l'on pose. Et je crois qu'on l'a vu très très clairement. Et je souhaite ici rappeler ce que vous avez dit en introduisant ce sujet. On sera étonné de voir des sanctions. Après un comportement aussi, évidemment, comment dirais-je, difficile, qui est décrié par tout le monde. Mais comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, ces boissons sont aujourd'hui consommées à un tel degré, surtout par les jeunes quinois? Parce que nous, à l'époque, quand on parlait, c'est le lotoko, si je ne me trompe pas. C'était vraiment les vieux ou ceux qui aimaient. Mais comment aujourd'hui les jeunes... On n'y touchait pas, c'était presque interdit, c'était de la drogue et tout ça. Mais comment aujourd'hui les jeunes boivent? C'est toujours de la drogue. C'est ahurissant. Et une drogue, évidemment, très très forte. Mais on est face, je crois, à une jeunesse qui est délaissée, abandonnée, qui ne croit plus en rien, ne rêve pas en un avenir meilleur, comme c'était le cas avec nous, parce que nous, on s'appliquait à l'école, parce qu'on savait qu'après avoir bien étudié, on pouvait s'attendre à ce qu'on ait des conditions de vie plus ou moins acceptables. Aujourd'hui, tous ces rêves ont été cassés. Et les jeunes n'ont plus, finalement, d'autre recours que de se lancer dans ce type de comportement qui détruisent davantage notre société. Voilà, nous sommes à la fin. Freddy Matungulu, un dernier mot pour dire au revoir à nos milliers de téléspectateurs à travers le monde qui nous suivent à travers le monde. Bon, mais je voulais d'abord vous remercier sincèrement. C'était un plaisir de vous retrouver après, je crois, 2 années. C'est finalement fait aujourd'hui avec ce passage sur votre plateau. Nous sommes en train de passer probablement un des moments les plus critiques de l'histoire de notre pays. Nous avons besoin que tout le monde s'implique pour que, à partir de 2019, on recommence le vrai travail qui compte pour notre pays. Et ce travail, c'est, je crois, celui de la reconstruction de l'économie, celui de la création d'emplois, de façon telle que nos populations puissent être à mesure, finalement, de commencer à mieux vivre par rapport, évidemment, à ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà mon message. Merci Freddy Matungulu, président de Congo-Nabisso, d'être passé à là-bas. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci à toute l'équipe technique et merci à celles qui m'ont habillé ce dimanche. Merci à Silo et Couture et à
La maison du pagne original. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain, avec un autre invité pour débattre de temps fort de l'actualité de la semaine prochaine. Inch'Allah.